Ils avaient annoncé l'effondrement, ils parlaient de chaos, ils prédisaient la fuite des capitaux, l'isolement, la panique. Et pourtant, le compte courant du Burkina Faso vient de basculer en excédent. Ce n'est pas un détail technique, c'est un renversement narratif. On disait qu'un capitaine militaire, un discours souverainiste, des prises de contrôle minières et une posture anti-occidentale feraient fuir les investisseurs. On annonçait un scénario classique, instabilité politique, plus pression sécuritaire, plus programme du FMI égale échec inévitable. Mais les chiffres racontent autre chose. La production d'or atteint un record historique, les recettes d'exportation explosent, et le FMI, oui, le même FMI débloque un nouveau financement après avoir jugé la performance macroéconomique satisfaisante. Ce moment crée une tension stratégique parce que la question n'est pas seulement économique, elle est politique. Si un État sahélien frappé par l'insécurité peut renforcer sa balance extérieure, respecter les critères du FMI et simultanément resserrer son contrôle sur ses ressources stratégiques, alors le vieux dilemme africain, souveraineté ou stabilité, commence à vaciller. Est-ce un simple effet de la hausse mondiale de l'or ou est-ce le résultat d'une capture de valeur mieux organisée? Car quand le prix monte, tout le monde gagne. Mais quand l'État capture davantage, le rapport de force change. Et si ce modèle tient, ce ne sera plus un épisode conjoncturel, ce sera un précédent. Et un précédent modifie la négociation. Le financement du FMI n'est pas tombé du ciel, il a suivi une évaluation formelle. Et cette évaluation s'appuie sur des indicateurs précis. Le Burkina Faso était sous pression. Coûts sécuritaires élevés, déplacements internes massifs, perturbations agricoles, déficits budgétaires et extérieurs élargis. Le pays dépensait plus qu'il ne gagnait. Sa balance externe se fragilisait. Dans ce contexte, le gouvernement de transition n'a pas quitté le cadre du FMI. Il est resté à l'intérieur. Mais il a modifié la manière dont l'or était surveillé, déclaré et capturé. Ce point est crucial, parce que les hausses des matières premières ne suffisent jamais. L'Afrique a déjà connu des cycles de boom. Et pourtant, les déficits ont souvent survécu au prix élevé. Pourquoi fuite fiscale? Sous-déclaration. Exportation illicite. Captation excessive par des firmes étrangères. Le prix n'est pas la variable décisive, la capture l'est. Lorsque la production atteint environ 94 tonnes, un niveau historique. Ce n'est pas seulement un chiffre flatteur, c'est un test de gouvernance. Si l'État resserre le contrôle, formalise davantage le secteur artisanal, augmente sa participation stratégique et améliore la collecte fiscale. Alors, les prix élevés ne gonflent pas seulement les profits privés, ils renforcent le bilan national. Et c'est exactement ce que suggèrent les données actuelles. Le compte courant passe en excédent projeté. Les recettes s'améliorent. Les critères du programme sont respectés. Ce n'est pas un accident émotionnel, c'est une séquence exécutée. Mais attention, un excédent fondé sur une matière première reste fragile. Si le prix chute, le modèle sera exposé. La vraie question commence maintenant. Si ce modèle tient, il ne redéfinit pas seulement une balance commerciale, il redéfinit un rapport de force. Pendant des décennies, le script dominant était clair, ouvrir d'abord, libéraliser d'abord, privatiser d'abord. La stabilité viendrait ensuite. Easy. La séquence semble inversée. Rester dans le cadre du FMI, respecter les critères macroéconomiques, mais renforcer simultanément le levier sur l'actif stratégique principal, l'or, ce n'est ni rupture frontale, ni soumission, c'est une assertion calibrée. Améliorer les chiffres. Utiliser ces chiffres pour négocier. Transformer la crédibilité en espace politique, si cela est intentionnel. C'est de l'art d'État. Car le signal envoyé est subtil mais puissant, la discipline macroéconomique ne nécessite pas l'abandon total du contrôle stratégique, et cette nuance change le débat africain. Pendant longtemps, on a présenté un faux choix souveraineté ou intégration financière,
nationalisme économique ou accès au financement. Mais si un pays confronté à l'insécurité, à la transition politique et aux pressions externes peut simultanément renforcer sa balance externe et maintenir un programme du FMI, alors l'automatisme narratif s'effondre. Cependant, la fragilité demeure. Les coûts sécuritaires persistent, les dépenses publiques restent lourdes. L'or ne restera pas éternellement à des niveaux élevés. Le véritable test n'est pas le boom, c'est la baisse. Si les prix reculent, l'excédent survivra-t-il? Les réformes résisteront-elles sans vent favorable? Parce qu'un succès en période haute est un épisode. Un succès en période basse devient un précédent. Et un précédent reconfigure les attentes du continent entier. Ce moment dépasse le Burkina Faso. Car si ce schéma fonctionne, même partiellement, il ouvre une brèche psychologique en Afrique. Pendant longtemps, le message implicite était simple. Les institutions financières dictent, les États exécutent, les ressources s'exportent brutes. Les marges se décident ailleurs. Mais ici, une autre combinaison apparaît, renforcer le contrôle interne, améliorer la collecte, réduire les fuites, rester dans le système multilatéral. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une réorganisation silencieuse du levier. Et le lévir, en finance internationale, vaut plus que les slogans. Si un pays sahélien peut transformer un boom aurifère en excédent externe tout en respectant un programme du FMI, alors le récit de l'isolement automatique du nationalisme économique se fissure. Attention, le FMI n'a pas changé d'idéologie, il valide des indicateurs. Inflation maîtrisée, discipline budgétaire, viabilité de la dette. Cela signifie une chose essentielle. Ce ne sont pas les discours qui ont déclenché le financement, ce sont les chiffres. Et si les chiffres s'améliorent grâce à une meilleure capture de la valeur, alors le débat cesse d'être idéologique. Il devient administratif. Compétence contre fuite. Exécution contre rhétorique. Mais la question stratégique est plus lourde. Si ce modèle est accepté et imité, d'autres États pourraient chercher à renforcer leur contrôle sans rompre avec les marchés. Si ce modèle échoue lors du prochain cycle baissier, il servira d'avertissement. Dans les deux cas, l'impact dépasse un seul pays. Regardons l'histoire. En 1997. L'Indonésie s'effondre sous la crise asiatique. Monnaie en chute libre, banques fragilisées, fuite massive des capitaux, programme du FMI imposé, le récit mondial était brutale instabilité, dépendance, incapacité structurelle. Cela ressemble à une prophétie que l'on a souvent appliquée ailleurs. Mais l'Indonésie n'a pas quitté le système. Elle l'a traversé. Stabilisation budgétaire, réforme fiscale, restructuration bancaire et surtout, gestion stratégique de ses ressources, or, charbon, gaz, nickel. Puis une décision clé, interdire l'exportation de minerais bruts de nickel. Les critiques ont crié au suicide économique. Ils prédisaient la fuite des investisseurs. Ce qui s'est produit fut différent. Les investisseurs ne sont pas partis, ils se sont adaptés. Transformation locale, fonderie domestique, montée en gamme industrielle. L'Indonésie n'est pas devenue puissante en une année, elle a traversé plusieurs cycles. Boum, repli, boum encore, et à chaque cycle, elle a consolidé sa capacité institutionnelle. Ce n'était pas de l'émotion, c'était de la discipline cumulative. Le Burkina Faso n'est pas l'Indonésie. Échelle différente, capacité industrielle différente, environnement géopolitique différent. Mais le schéma stratégique mérite attention. Rester engagé dans le système financier international, utiliser la ressource stratégique pour renforcer les indicateurs, transformer la crédibilité macroéconomique en marge de manœuvre politique. La vraie question n'est pas le modèle fonctionne-t-il aujourd'hui? La vraie question est, peut-il survivre à un cycle complet? Car la souveraineté proclamée pendant un boom est facile, la souveraineté maintenue pendant un repli exige une architecture.
réserves accumulées. Fuite réduite, institutions renforcées. Si le Burkina Faso transforme cet excédent en tampon durable, alors nous parlons d'une trajectoire. Si l'excédent disparaît au premier choc, nous parlons d'un épisode. Et un épisode inspire des débats, une trajectoire change des doctrines. Le véritable enjeu n'est pas l'or. C'est la discipline. L'Afrique ne manque ni de ressources, ni de demande mondiale, ni de pertinence géopolitique. Ce qui a manqué historiquement, c'est la continuité stratégique à travers les cycles. Un boom arrive, les recettes montent, les dépenses explosent, puis le prix chute et le déficit revient. Si le Burkina Faso rompt ce schéma, même partiellement, alors la rupture est structurelle. Mais rompre exige 3 choses. Premièrement, institutionnaliser la capture, pas dépendre d'un leader, créer des mécanismes permanents de contrôle, de traçabilité, de fiscalité. Deuxièmement, transformer l'excédent en réserve. Un surplus consommé disparaît. Un surplus épargné devient pouvoir. Troisièmement, préparer l'après-or, car aucune économie ne négocie durablement à partir d'une seule matière première. Si ces 3 piliers tiennent, alors ce moment devient architecture. Sinon, il restera rhétorique. Et c'est ici que la pression stratégique apparaît. Si le modèle réussit, d'autres gouvernements africains seront poussés à recalibrer leur approche des ressources. Si le modèle échoue, il renforcera les partisans du statu quo. Dans les 2 cas, le continent observe. Parce qu'un précédent africain, validé par des indicateurs macroéconomiques, modifie la psychologie collective et la psychologie, en négociation internationale, précède souvent la politique réelle, alors la question devient plus lourde. Ce que nous voyons est-il une conjoncture favorable ou le début d'une nouvelle grammaire économique? Nous sommes face à un carrefour stratégique. Si cette trajectoire est consolidée, alors le vieux récit discipline imposée de l'extérieur perdra de sa force. Kharich. La discipline serait utilisée comme outil interne, pas comme contrainte subie, mais comme levier négocié. Si elle échoue, en revanche, le message sera clair. La souveraineté économique sans profondeur institutionnelle reste fragile. Et cette conclusion sera exploitée. Il faut donc regarder au-delà des chiffres actuels. Le véritable test viendra lorsque les prix se normaliseront, lorsque les marges se resserreront, lorsque la pression budgétaire reviendra. À ce moment-là, 3 choix apparaîtront: continuer à renforcer les institutions, relâcher la discipline sous pression politique, ou revenir aux anciennes dépendances. Chaque choix a un coût. Continuer exige du courage silencieux, relâcher offre un soulagement immédiat mais fragilise l'avenir. Revenir en arrière réinstalle l'ancien rapport de force. Ce moment n'est donc pas une célébration, c'est une mise sous tension. Parce qu'un modèle ne se prouve pas par un excédent ponctuel, il se prouve par sa capacité à survivre au cycle. Et si le Burkina Faso traverse un cycle complet avec cette logique intacte, alors ce ne sera plus une expérience. Ce sera une référence. Ce qui se joue ici n'est pas un décaissement de 33 millions. C'est un test de levière. Un pays en transition politique, sous pression sécuritaire, dans un programme du FMI, est pourtant capable d'afficher un excédent externe. Ce signal change quelque chose. Pas encore les structures globales, mais les attentes. Si le modèle est accepté et consolidé, alors la souveraineté ne sera plus perçue comme une rupture automatique avec la stabilité, elle deviendra une variable stratégique. Si le modèle est rejeté ou échoue au prochain choc, le récit ancien reviendra avec plus de force discipline extérieure, d'abord, contrôle interne plus tard, et si le continent reste passif, alors rien ne changera. Le véritable enjeu dépasse un dirigeant, un cycle ou même un pays. Il touche à une question fondamentale. L'Afrique peut-elle transformer ses moments favorables en architecture durable? Car, au final, les ressources ne créent pas la puissance. La manière de les gérer la crée.
Alors je vous laisse avec cela. Sommes-nous en train d'assister à un épisode conjoncturel ou à l'émergence d'une nouvelle grammaire économique africaine? La réponse dépendra moins des prix de l'or que de la discipline maintenue quand le vent tournera. Car lorsqu'un précédent émerge, même fragile, il modifie les marges de négociation pour tous les autres.